Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Bonjour Ronan. Aujourd'hui, c'est un épisode à haut risque. On se penche sur une question épineuse qui peut susciter des débats houleux, voire pire. Roulement de tambour. Les Bretons ont-ils vraiment inventé la galette ? Et attention à ce que tu vas dire, Éric. Bon, écoute, Ronan, au risque de décevoir le Breton un peu chauvin que tu es, la réponse c'est non. Bonjour, nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Ok, merci beaucoup Éric, on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode. Oui, Ronan, bon, je sais que c'est un peu difficile à encaisser, mais je sais bien que partout en France et même à l'étranger, la galette, c'est le produit emblématique de la cuisine bretonne. Alors, je dis galette, mais tu sais bien qu'on dit aussi crêpe de blé noir. D'ailleurs, ces deux appellations sont une vraie pomme de discorde qui divise la Bretagne en deux. Bref, il n'empêche que ce ne sont pas les Bretons qui ont inventé ce disque plat réalisé à partir d'un mélange de farine et d'eau qu'on fait cuire. L'origine de la galette, elle est bien plus lointaine, dans le temps comme dans l'espace. En fait, la galette, c'est le premier type de pain qu'ont confectionné les hommes de la préhistoire. Alors bien sûr, il ne ressemblait pas du tout à nos pains actuels qui ont une mie gonflée, aérée, légère. Le pain des origines était plat, comme nos actuelles galettes ou crêpes. Et on sait pourquoi ils étaient plats ? Tout simplement parce que la pâte n'avait pas fermenté et donc pas levé. Il manquait les levures, les bactéries, tu sais, ces organismes microscopiques qu'on trouve dans le levain ou la levure de bière qu'utilise notre boulanger. Peut-être aussi simplement qu'on n'avait pas laissé à la pâte le temps de lever. Ce qui est certain, c'est que les plus anciens vestiges de galettes sont vieux de 14 600 ans, au moins. Ils ont été retrouvés dans le désert noir de Jordanie. La pâte de ces galettes, elle était issue d'un mélange de farine, de seigle, de millet et d'avoine sauvage. Aujourd'hui, partout en France et en Europe, on fait des galettes. Pourquoi cet aliment est-il devenu emblématique de la Bretagne ? Eh bien parce qu'à la fin du Moyen-Âge, en Bretagne, on s'est mis à préparer les galettes à partir du sarrasin. Et dans certaines régions de la Bretagne, cette culture de sarrasin va occuper jusqu'à 40% des terres labourables au milieu du 19e siècle. Et puis une petite précision que je vais donner, pas des moindres, c'est que si en Bretagne on a tendance à l'appeler blé noir, le sarrasin n'a rien à voir sur le plan botanique avec les blés. Ces derniers, les blés, appartiennent à la famille des poacées, alors que le sarrasin c'est une polygonacée, comme l'oseille et la rhubarbe. Pour cette raison, donc, le blé noir n'est pas considéré comme une vraie céréale. Enfin, comme il a les mêmes atouts, des graines qui sont riches en amidon, qui peuvent être conservées longtemps, on l'a qualifié de pseudo-céréale. Et pourquoi cultive-t-on tellement le sarrasin en Bretagne, Éric ? Oh, pas seulement en Bretagne, aussi dans beaucoup d'autres régions. En fait, là où les sols sont pauvres, les climats frais et humides, eh bien, le sarrasin était une plante vraiment salutaire. Alors c'est vrai que son rendement était faible et en plus très variable en fonction du climat de l'année. Mais le sarrasin, c'est une plante qui est très rustique. Il peut pousser sur les terres les plus ingrates. On peut le récolter en moins de 4 mois après le semis. D'ailleurs, c'est là que vient son surnom de plante de 100 jours. Dans de nombreuses contrées, le sarrasin a joué le rôle de nourriture de base et lors des famines, mais carrément d'aliment de survie, puisque lors des pénuries de blé, le prix du sarrasin demeurait encore accessible, même lorsque le prix du blé s'envolait. On raconte que c'est la duchesse Anne qui aurait introduit la culture du sarrasin dans la péninsule armoricaine. Oui, alors là, Ronan, tu sais, concernant l'origine géographique du sarrasin, la date, les modalités de son introduction en France, on ne compte plus les mythes et les légendes. Alors ce que l'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que le berceau du sarrasin se situe très très loin de la Bretagne, puisque c'est sur les contreforts de l'Himalaya, dans une province du sud-ouest de la Chine qu'on appelle le Yunnan. Concernant maintenant son introduction en Europe, on lit souvent que ce sont les croisés qui, au XIIe siècle, auraient découvert en Terre Sainte les petites graines sombres. Le nom de sarrasin aurait alors été donné en référence à la peau foncée des musulmans. Mais bon, le sarrasin ne supporte pas, comme je l'ai dit, les climats chauds et arides, donc il n'était probablement pas cultivé au Proche-Orient. Alors il y a une autre version qui dit que ce sont des marins bretons qui l'auraient rapporté d'Afrique du Nord, à l'époque du Moyen-Âge toujours. Et puis selon d'autres auteurs, le sarrasin serait parvenu aux marges du continent européen à la faveur des invasions mongoles du XIIIe siècle.
Et puis, tu l'indiquais, Ronan, on raconte aussi qu'au début du XVIe siècle, les Bretons auraient subi une famine meurtrière et que la duchesse Anne aurait alors exhorté ses sujets à semer du blé noir, ce qui les aurait sauvés. Bon, ça encore, c'est une pure légende. Et puis une autre thèse, une petite dernière, affirme que ce seraient les Vikings qui, à bord de leur drakkar, auraient transporté des graines de sarrasin jusqu'en Armorique. Bon, bref, dont on est sûr, c'est que le premier texte français qui mentionne le sarrasin date de 1460. Il mentionne cette culture dans le sud du Cotentin, tout près de la frontière avec le duché de Bretagne. En 1497, un autre document localise des cultures de sarrasin dans la région de Rennes et la présence du sarrasin, toujours près de Quimper, est attestée en 1510. En gros, ce que je retiens, moi, c'est qu'en Bretagne, ça fait plus de 5 siècles que l'on mange des galettes faites avec du sarrasin. Et elles étaient déjà garnies ou pas du tout ? Tu sais, la fameuse galette complète avec œufs, jambon, fromage est très récente. Pendant plusieurs siècles, les galettes, on les garnissait avec rien du tout. Jusqu'aux années 1960-70, une façon courante de manger la galette, c'était de la découper en lanières que l'on ajoutait dans sa soupe ou dans un bol de lait Ribot. Jusqu'aux années 70, en Bretagne, il y avait des crêperies dans beaucoup de villages. Elles étaient tenues par des particuliers qui avaient simplement installé quelques tables dans leur garage. Un historien breton, Erwan Le Gall, nous dit que ce métier de crêpière ou de galetière existait déjà au début du XVIIIe siècle. Les clients, c'était des gens du coin, ils payaient que les crêpes et ils apportaient éventuellement leur propre garniture. C'était un produit alimentaire qui n'était pas cher du tout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de vie a augmenté lors des Trente Glorieuses. Les touristes sont arrivés en masse en Bretagne. Les crêperies à domicile ont peu à peu été remplacées par des établissements de restauration qui ont su profiter de cette manne des vacanciers en enracinant la galette de sarrasin dans la plus pure tradition bretonne, la plus ancienne, la plus authentique, la plus identitaire. Donc les garnitures, elles se sont progressivement enrichies et diversifiées. Alors on a commencé à mettre du jambon, du fromage, de l'œuf, des champignons, des oignons et puis de la crème fraîche, du saumon fumé, du reblochon et même, écoute bien, de l'ananas ou du ketchup. Et je ne cautionne pas du tout ces derniers ingrédients. Merci beaucoup Eric. Merci Ronan. Je te laisserai répondre à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Avec grand plaisir. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire. À bientôt. Pour en savoir plus, découvrez l'histoire de l'alimentation des Français, un livre d'Éric Birloise aux éditions Ouest France.